disais tout à l'heure que l'entreprise générait de la rentabilité, générait une trésorerie. Qu'est-ce qu'elle va en faire de cette trésorerie? Et c'est en fonction de ça, en fait, aussi qu'on va déterminer la capacité de l'ensemble, c'est-à-dire la capacité de la holding à s'endetter, puisque la priorité, c'est quand même que la cible que vous rachetez puisse fonctionner, puisse se développer, donc lui laisser les moyens de se développer. Donc pour ça, il faut mesurer les besoins de la cible. Il y a deux grandes consommations de trésorerie dans une entreprise. Schématiquement, ce sont les investissements. Alors vous avez des activités qui n'en consomment pas. Quand je dis consomme pas, il y a toujours une petite consommation, mais ça peut se limiter à de l'outil informatique, par exemple. Puis vous avez des entreprises industrielles qui, pour le coup, là, ont besoin d'investir tous les ans, d'une part pour maintenir leur outil, d'autre part pour le développer. Donc ça, c'est une vraie consommation. Il y a la notion de besoin en fonds de roulement. Alors c'est peut-être un terme un peu barbare, BFR. En fait, le BFR, c'est une valeur qui est déterminée en tamponnant d'un côté à l'actif les stocks, les clients, les créances fiscales pour globaliser. Et de l'autre côté, vous avez le poste fournisseur, les dettes fiscales. Quand vous calculez le solde de tout ça, ça vous donne un solde qui s'appelle le besoin en fonds de roulement. Et en fonction de l'activité que vous aurez un besoin en fonds de roulement qui soit sera consommateur de cash, c'est-à-dire que vous portez, un poste client et des stocks qui sont plus importants que les dettes fournisseurs que vous avez en face. Donc là, vous avez une vraie consommation de trésorerie. Soit vous êtes dans le schéma inverse, à savoir que vous n'avez pas de poste client. Alors on peut, pour être très très schématique là-dessus, si vous prenez une boulangerie, en principe, elle n'a pas de poste client. Ses clients le payent tout de suite. Par contre, en face, il a les meuniers qui lui fournissent de la farine, et eux, il va les payer à 30, 40 jours, 60 jours. Donc là, en l'occurrence, ce sont des activités qui vont générer de la trésorerie par leurs besoins en fonds de roulement. C'est ce que vient d'expliquer Franck. C'est-à-dire que c'est une trésorerie, finalement, qui ne leur appartient pas. Mais elle génère de la trésorerie. Alors, on se trouve souvent dans des cycles où on a un besoin en fonds de roulement qui est plutôt consommateur de trésorerie. Ça, il faut le prendre en compte, parce qu'évidemment, à chaque fois que vous allez avoir une croissance, vous allez avoir une consommation de cash. Parce que qui dit croissance dit augmentation de votre poste client et de vos stocks, donc dit mécaniquement que vous allez avoir une consommation de trésorerie. Ça, ce sont des éléments qu'il faut absolument prendre en compte, que c'est un échange que vous aurez avec vos experts comptables qui sont évidemment parfaitement rodés à ce genre de sujet. Mais dans un montage, ce sont des éléments qu'évidemment nous, en tant que prêteurs, on prend en compte et que vous devez intégrer au moment où vous commencez à réfléchir à votre projet. Ensuite, il faut se ménager des marges de manœuvre, parce que bon, on a vu récemment que la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille et qu'il y a des trous d'air, il y a des petits tracas sur longue période. Et étant donné que là, pour un prêteur, pour une dette senior, elle va être calibrée sur 5-7 ans, c'est bien rare que sur cette période-là, l'entreprise n'ait pas un petit souci qui est lié à son modèle économique ou tout simplement à la conjoncture. Donc toujours prévoir ces marges de manœuvre dans votre montage pour ne pas monter une dette bancaire qui vous mettrait immédiatement le couteau sous la gorge et ne vous donnerait donc plus aucune marge. Voilà, donc c'est dans ces conditions donc qu'on va calibrer la dette. Quand on parle là vous voyez K plus I, c'est capital plus intérêt. C'est-à-dire qu'il faut bien intégrer évidemment qu'il y a un capital à rembourser et qu'il y a des intérêts à payer. N'oubliez pas qu'une obligation convertible également génère un intérêt qui est pour partie capitalisé, donc qui ne sera pas décaissé, mais qui sera aussi possiblement pour partie décaissé. Donc c'est un ajout à la contrainte de dividende. Je voudrais revenir sur un point. Reprendre une entreprise, ça suppose effectivement, du fait de la fameuse recherche de l'effet de levier, de chercher de la dette bancaire, donc d'aller voir des banquiers et de les mettre en concurrence et de voir comment ils réagissent à votre projet. Et il faut que vous sachiez que le banquier va faire l'analyse en disant est-ce que je peux prêter à cette personne qui a un projet de créer un holding, de prêter au holding pour racheter les titres de la société, et moi banquier,
enfin Pascal plus particulièrement, va calculer sa prise de risque et la marge de manœuvre que lui donne la mise en place de ce crédit par rapport à la réalité de l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les business plans que l'on reçoit des repreneurs sont évidemment tous en croissance par rapport à ce qu'a pu faire le vendeur. C'est-à-dire que l'acquéreur, il se met dans la logique où il essaye de convaincre tout le monde qu'il fera mieux que celui qui vend. Je vous invite à faire aussi preuve d'un peu de prudence, parce que la réalité n'est pas toujours très drôle. C'est-à-dire que, premièrement, le cédant avait un certain savoir-faire, une certaine habitude de gérer ses équipes. Il avait des accords avec des clients, des fournisseurs. Le repreneur, lui, il va être confronté à beaucoup de nouveautés. Et Stanislas, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous témoigne un peu du jour 1. Moi, j'aime bien les jours 1, c'est-à-dire que, vous savez, le closing, le fameux closing, c'est le terme anglo-saxon qui dit unité de temps, unité de lieu chez un avocat, où le cédant arrive avec des clés et une poche vide, et les acquéreurs, le repreneur, monsieur le banquier, peut-être un investisseur financier, arrivent, on n'a pas les clés et on a un chéquier. Donc on fait le chèque, on achète les titres et on se serre la main, on boit une coupe de champagne généralement et on salue le repreneur qui repart avec les clés. Et il débarque dans l'entreprise. Alors vous allez me dire, il ne va pas débarquer au jour 1. Mais il arrive parfois qu'il découvre beaucoup de choses. Et là, évidemment, beaucoup de choses vont être nouvelles pour lui, ainsi que pour l'entreprise. Pour les collaborateurs, c'est beaucoup de changements. Ça, on va s'apercevoir que ça a été démontré par une étude assez poussée d'Oseo, que c'est quand même un choc. Et que surtout, il va y avoir beaucoup de nouveautés pour les clients et les fournisseurs. Un client important d'une entreprise qui découvre le nouveau patron, il comprend tout de suite une chose. C'est que si c'est une personne physique, il s'est endetté pour racheter la boîte. Que les tarifs de l'année dernière sont peut-être plus tout à fait les mêmes, monsieur le repreneur. Donc, on renégocie. Ça, c'est le client. Fournisseur, c'est pareil. Rupture de matières premières, mon pauvre monsieur, avec la crise, vous comprenez, il fait froid, demain il peut pleuvoir. Enfin bon, donc toutes les bonnes raisons de renégocier un certain nombre de choses. Donc les paramètres commerciaux de l'entreprise peuvent être eux aussi appelés à du changement. Donc, dans vos business plans, il faut faire 2 business plans. Votre vision, de l'ambition, mais aussi un deuxième business plan avec du réalisme et quelques mauvaises nouvelles. On peut peut-être poser la question à Stanislas, a-t-il découvert des cadavres dans les placards ? Pas d'assassinat, non. Moi, je prendrais l'image d'un mariage qui s'est fait à distance. On vous a trouvé votre promise. Vous avez vu son CV, entre guillemets, vous avez vu les photos. Et puis, le jour où vous signez, vous vous mariez effectivement avec elle, mais vous vous mariez aussi avec la famille. Mais la famille, vous la connaissez absolument pas. Et on sait très bien que la famille a une importance décisive dans la suite des événements. L'entreprise, c'est la même chose. C'est vrai qu'on est très excité et quand on est dans une phase de reprise, finalement, on n'est pas très lucide. On va bonifier tout ce qu'on va voir parce qu'on a envie d'entendre que des bonnes choses. Et c'est vrai que le jour où on a signé, on a fait le chèque, la première nuit, on dort pas bien parce que quand le lendemain, il va falloir aller dans l'entreprise, on s'aperçoit que finalement, on connaît personne dans cette entreprise. On connaît juste la personne avec qui on a discuté. C'est un sacré moment de solitude. C'est aussi vachement excitant, et puis on peut avoir des bonnes surprises. Moi personnellement, j'ai eu des très très bonnes surprises parce que j'ai découvert des talents, donc ça c'était extra. Mais c'est la bonne surprise et c'est ce qui nous a permis après d'aller même plus vite dans notre plan de financement et sur remboursement et puis par rapport au business plan qu'on avait établi. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Il faut vraiment partir en se disant de toute façon je vais partir, il y aura des boulets autour de moi et il va falloir que je les traîne ces boulets, que je les porte pour pouvoir avancer. Donc on part forcément avec un handicap par rapport à la personne qui était en place. Même si on pense être bien meilleur que cette personne-là.